Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite de la visite du président de l'Assemblée nationale dans le département de l'Alibori, à Gogounou et Kandi, Louis Vlavonou est allé rencontrer les populations de ces communes qui se battent contre l'inondation. Le fleuve Niger sorti de son lit a causé des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Ifani accueille les responsables de l'ONG Autre Vie. Ces derniers sont allés faire don de matériel de protection contre le Covid-19. Vous suivez les détails dans ce journal. La liste électorale permanente informatisée est affichée dans les bureaux d'arrondissement sur tout le territoire national. Le conseil d'orientation et de supervision de la dite liste invite tous les Béninois à aller la consulter. Merci et bienvenue à cette édition. La Commission électorale nationale autonome pose déjà les balises de la prochaine élection présidentielle. Les fondements juridiques qui vont encadrer ce scrutin ont été expliqués et décortiqués aux organisations de la société civile. En point d'orgue, la question du parrainage. Herman Rodrigue-Amégan, Yves Agrokwesi. Une préoccupation devenue depuis quelques jours le centre de toutes les curiosités politiques. Comment se fera le parrainage des candidats pour la prochaine élection présidentielle? À cette question, la Sénat assemble-t-il une réponse qu'elle porte à l'attention des organisations de la société civile? Notre pays connaîtra au cours de l'année 2021 la tenue de la présidentielle. La Sénat est en train de s'activer pour entrer de plein pied dans la tenue de ce scrutin. Nous avons donc rencontré les partis politiques et nous avons estimé qu'il était nécessaire de vous rencontrer aussi. Nos échanges avec eux ont porté sur la question du parrainage et ensuite les modalités de suivi et de financement des partis politiques, comme le prévoit également la loi. L'arsenal juridique qui encadre la mesure est expliqué et décortiqué au travers d'une communication élaborée, support visuel à l'appui, un PowerPoint décliné de façon pédagogique des dispositions légales aux mesures de sécurisation. Les parrainages permettent que seuls puissent se présenter des candidats qui en soient jugés dignes par les citoyens ou les élus habilités par la loi. C'est que le seuil minimum de parrainage pour valider une candidature est fixé à 10%, qui correspond à 16 députés et ou maires. Et nul n'a besoin de se référer à son parti politique ou à une délibération du conseil municipal ou communal pour donner son parrainage à un candidat. La Sénat a pris des mesures pour sécuriser le parrainage. Voici la configuration du bout de papier, bientôt au cœur de toutes les tractations. Ici déjà, le parrainage fait débat. Comment s'assurer que ce parrainage ou ceux qui parrainent ne feront pas de la surenchère? Pour les uns, il ouvrirait les vannes de marchandage exacerbées. Pour les autres, le test contiendrait des vices et des zones d'ombre. Mais la Sénat persiste et signe, elle ne procède pas de la législation. Le rôle de la Sénat, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée, selon sa compréhension.
Et cette compréhension, comme vous le savez, peut être remise en cause par les instances qui sont chargées d'interpréter la loi. Et c'est la Cour constitutionnelle en la matière. En échange aussi, les modalités de répartition des fonds alloués aux partis politiques. Qui peut en bénéficier et comment? Certes, les tests sont parlants, mais la Sénat tient à lever tout équivoque. Les partis politiques reçoivent chaque année une aide de l'État qui constitue certainement leur principale source de financement. Cet appui dépend de leurs résultats aux élections législatives et communales, mais en contrepartie, les dons aux autres personnes morales sont interdits par la loi. Des informations communiquées et des préoccupations évacuées. Sénat et société civile sur la même longueur d'onde quant au parrainage et au financement public des partis politiques. Le processus électoral en vue de l'élection présidentielle sera bientôt sur les rails et les deux partis espèrent le dérouler comme sur des roulettes. Et on évoque maintenant le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée qui suit son cours. À présent, c'est bien la phase d'affichage et le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a procédé au lancement officiel de la dite phase d'affichage. Le point avec Ghislain Boguer et Yves Agrocressier. Avez-vous votre nom sur la liste? Est-il bien écrit? Connaissez-vous quelqu'un dont le nom y figure, mais qui est déjà décédé? La LEPI, liste électorale permanente informatisée, est en cours d'affichage. À partir du 1er octobre et pendant 21 jours, vous pouvez la consulter. Il s'agit essentiellement de vérifier la présence des noms, prénoms et informations concernant chaque citoyen remplissant les conditions. Tous ceux qui auraient été précédemment omis, tous ceux qui ont nouvellement acquis des qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Tous les électeurs qui figurent sur le fichier électoral ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote. Tous citoyens béninois figurant sur le fichier électoral national et réclamant des modifications sur ces données personnelles. Toute personne naturalisée au cours de l'année, tous les immigrants en République du Bénin et remplissant les conditions pour être électeurs. Dans ce processus d'actualisation de la LEPI, il sera procédé aussi au retrait de ceux qui ne doivent plus y figurer. Cette phase nous permet également de prendre en compte la radiation de tous citoyens décédés ou ayant perdu leurs droits civiques et politiques conformément à la loi. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a déjà installé les commissions communales d'actualisation pour un bon déroulement de l'opération. Et quand le président du COSLEPI remettait officiellement la liste au chef du 3e arrondissement de Porto Novo, ce dernier a promis de mettre en branle toutes les instances locales de son arrondissement et associer les 22 chefs quartiers. Nous allons essayer de les appeler tous et ensemble nous allons travailler dès ce soir pour que la population puisse sortir et venir vérifier nécessairement si leur nom et leur photo sont affichés sur la liste. Ils vont prendre les gongonneurs et ils vont gongonner. À Cotonou, dans le 12e, le chef d'arrondissement promet un travail bien fait. Nous vous rassurons que cette opération a se déroulé dans de meilleures conditions pour que tous ceux qui sont décédés soient radiés de cette liste, pour que ceux qui ne s'y trouvent pas puissent être identifiés. Au premier arrondissement de Ouida, la commission communale d'actualisation est déjà à pied d'œuvre. Le travail qu'ils nous ont confié ce soir, en collaboration avec nos chefs quartiers, nos chefs de village, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, nous allons le faire. Les commissions communales d'actualisation sont placées sous les superviseurs de zone. Notre rôle, c'est de coordonner véritablement avec tous ces acteurs pendant ces 21 jours afin que les opérations qui devront être réalisées se passent librement et convivialement pour que tous les Béninois puissent, à la fin de cette activité, pouvoir voter librement comme cela se doit. Tout le monde est invité à aller consulter la liste dans la discipline et dans le respect des mesures barrières contre la maladie à Covid-19.
Après l'étape de Gogonon, le président de l'Assemblée nationale, lors de son périple, a marqué une escale à Kandi. La commune subit, elle aussi, les affres des eaux depuis plusieurs jours. On va retrouver sur place Wenceslao Sarwaimon et Aziz Alagbe. Kandi, à l'instar de plusieurs autres communes de la Liborie, traverse aussi une saison de pluie atroce. Les fortes et fréquentes précipitations ont causé dans la commune chef-lieu d'importants dégâts matériels. Dans ma commune, on dénombre 18 écoles primaires et 2 collèges inondés. Plus de 1287 habitats écroulés, 3861 sans-abri, 567 sacs d'engrais mouillés et plusieurs tonnes de vivres détruites. À cette liste s'ajoute une dizaine de morts du fait des inondations et des écroulements. Je dis, votre initiative est à saluer. La représentation nationale est maintenant, n'est-ce pas, aux côtés des populations. Ça a été une exception. Personne ne s'attendait, n'est-ce pas, à cette situation que la population de Kandi a malheureusement vécu. Mais je dis, devant les aléas climatiques, on n'a pas de solution. Mais c'est le moment de chercher aujourd'hui avec nous la solution. Le département de la Liborie, je vous le rappelle, c'est un département stratégique. Du point de vue économique, c'est la porte d'entrée principale, j'allais dire, de l'Interland. La représentation nationale se trouve ainsi dans le devoir d'apporter du réconfort aux populations dont elle émane. Notre démarche résulte du fait que nous sommes issus du peuple, dont nous sommes les représentants légaux, et nous ne sommes rien sans ce peuple qui nous a élus. 9 morts, c'est une perte pour la nation. Donc on ne peut pas entendre cela et rester inactif, et rester sans rien faire. À Kandi, le président de l'Assemblée nationale et sa suite sont allés dire également leur compassion aux parents et amis du regretté Alidou Demolemoko, précédemment député de la mandature en cours. Et parlons de cette activité de l'organisation non gouvernementale L'Autre Vie qui, après Kétou, il y a quelques jours, s'est rendue dans la commune d'Ifani pour apporter son soutien et apporter du matériel de lutte contre la Covid-19 aux populations sur place. Voici le reportage signé Fime Bassao et Brice Hongbo. Une déferlante jaune sur la commune d'Ifani pour barrer la route à la Covid-19. L'ONG Autre Vie s'investit à aider les couches les plus démunies à retrouver la joie en cette période de crise sanitaire. Comme vous le savez, depuis mars 2020, notre pays est menacé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette crise n'a épargné aucune cible et mieux, aucun secteur d'activité. C'est ainsi que le groupe d'impact du projet PN2PE est aussi menacé par cette crise sanitaire liée au Covid-19. C'est pour cela l'activité de ce jour s'inscrit dans la dynamique des réponses du projet PN2PE que l'ONG Autre Vie a jugé nécessaire pour accompagner les communautés bénéficiaires à faire face à la riposte contre la pandémie de la Covid-19. L'action a permis de doter 650 ménages de dispositifs modernes de lave-mains, 2000 cache-nez à usage continu contre la Covid. La finalité de toutes ces actions est de contribuer au renforcement du capital humain, l'un des piliers du programme d'action du gouvernement Piaget, et vient rehausser les efforts de la mairie d'Ifani contre la propagation du Covid-19 et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène, l'une des conditions sine qua non pour maîtriser le taux de la malnutrition. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes et pour les enfants. Ce dont aujourd'hui c'est un symbole que vous avez toujours un penchant pour les âmes vulnérables. Et ce n'est que Dieu qui pourra vous en remercier énormément. Dans sa lutte contre la Covid-19, l'ONG Autre Vie propose des dispositifs modernes et pratiques adaptés aux besoins des communautés à la base. Ces femmes démunies qui peut-être n'ont pas l'occasion de suivre via les médias
les dégâts causés par cette pandémie sont tout de même conscientes que le mal existe. Elles retrouvent ainsi espoir à travers ce don réconfortant. La plateforme Emploi Santé est lancée. Elle permet aux professionnels de la santé d'accéder aux offres d'emploi disponibles sur le marché. Et elle va également servir au centre hospitalier du Bénin. Précieuse à Kwekhonou, Alexis Faton. Un simple clic. Pour rechercher et trouver de l'emploi, le numérique vous facilite l'accès aux offres de recrutement avec la plateforme emploisanté.gouv.bj. Emploi Santé est une plateforme nationale dynamique, facile d'accès et de mise à jour et vise une base de données nationale des professionnels de la santé, toutes catégories confondues, disponible sur le marché du travail au niveau national et dans la diaspora. C'est un outil de mise en relation de la demande et de l'offre d'emploi dans le secteur de la santé qui permet de recenser les titulaires des diplômes des professions de la santé en situation de chômage, de retraite et de sous-emploi, évaluer les compétences des professionnels recensés conformément aux exigences du métier, réaliser une cartographie des compétences retenues et des zones à desservir, présenter l'état des lieux des compétences recensées et mobilisables pour un futur déploiement dans les formations sanitaires publiques qui en ont un grand besoin. Je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant au profit du secteur de la santé, particulièrement en ces moments où le monde entier fait face depuis décembre 2019 à une crise sanitaire liée à la pandémie, à la COVID-19. J'adresse spécialement mes sincères remerciements à l'Agence belge de développement à travers le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire PASSRIS, qui a accepté de financer entièrement les travaux de développement de la plateforme Emploi Santé. Emploi Santé offre l'opportunité aux professionnels de la santé de participer aux campagnes de recrutement afin d'accéder aux offres d'emploi disponibles dans les structures sanitaires au Bénin. Plus encore, la plateforme offre un programme spécial d'insertion ouvert aux jeunes médecins et paramédicaux ayant obtenu leur diplôme au cours des 2 dernières années. Les différents diagnostics réalisés sur le système sanitaire béninois révèlent un déséquilibre quantitatif et qualitatif en ressources humaines en santé dans notre pays. Ce déséquilibre est plus accentué dans certains départements et plus particulièrement dans certaines zones sanitaires du pays pour lesquelles l'État a du mal à assurer la fidélisation au poste des agents recrutés. À cela s'ajoute la préoccupation relative à la qualité de l'offre des soins et la sécurité des patients, parce qu'il s'agit avant tout d'une question de vie. Le processus de mise en œuvre de la base de données des professionnels de la santé en quête d'emploi, tel que conçu, est une réponse appropriée aux préoccupations évoquées ci-dessus et dans une large mesure. Par ailleurs, et comme vous le savez, le gouvernement du président Patrice Talon a initié dans tous les secteurs de notre pays en général et celui de la santé en particulier, plusieurs réformes. Pour réussir les réformes de ce secteur, je parle bien évidemment du secteur de la santé, il est nécessaire, en dehors du renforcement en équipements et infrastructures, de disposer de ressources humaines compétentes pour animer les formations sanitaires. Cette initiative contribuera en outre à résoudre un tant soit peu le chômage des jeunes en permettant de les mettre à la disposition des formations sanitaires après une sélection rigoureuse et transparente par le biais d'un contrat de prestation selon leur domaine de compétences. L'inscription sur la plateforme emploisanté.gouv.bj est gratuite et déjà disponible sur la plateforme l'avis de recrutement de 60 sages-femmes.
Le 2 octobre, c'est bien la journée internationale de la non-violence, une date retenue par les Nations Unies, car étant celle de l'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi, figure de proue de l'indépendance de l'Inde et pionnier de la non-violence. Lunek Abazao. Non à la violence, nous on veut pas de guerre. Non à la violence, un message de l'artiste disparu Stan Toron qui demeure encore d'actualité. La non-violence qui doit être prônée avant tout en famille, la cellule de base de la communauté humaine. C'est des habitudes que nous devons acquérir à partir de chez nous, de notre domicile. C'est des habitudes que nous devons apprendre à nos enfants à avoir des habitudes de faiseurs de la paix. Rester serein, quelle que soit la situation, et développer la vertu de la pondérance. La pondérance permet à l'être humain d'encaisser tout ce qui est extérieur à nous et de réfléchir la chose avant de prendre une décision. La violence dans un milieu conjugal est à proscrire complètement. La paix entre les parents et les enfants, c'est à cultiver également. Et cela part du fait que vous aimez vos enfants, vous subvenez à leurs besoins. Chaque être humain doit aussi cultiver la non-violence dans ses rapports avec les autres, gage de la stabilité de la société. Étant donné que les désirs sont différents et que nous ne sommes pas les mêmes, nous devons cultiver l'acceptation les uns des autres. La démarche est chrétienne, certes, mais j'allais dire que c'est une démarche humaine, une démarche non animale, parce que c'est les animaux qui sont toujours en instance de méchanceté et de brutalité. Préserver l'unité nationale et éviter les actes de vandalisme, telles devraient être aussi les valeurs que doit défendre un bon citoyen, surtout en période électorale. Il faut privilégier la discussion autour d'une table de négociation pour la recherche de la quiétude et pour la recherche de la paix et pour éviter d'avoir des pertes en vies humaines auparavant. C'est la première recherche que l'on doit toujours faire. L'autre porte un certain projet de société que l'autre n'aime pas, mais toujours est-il que chaque personne, chaque parti aime son pays, aime sa nation et veut apporter ce que lui, il a en lui-même à ce pays-là. Et c'est pour cela que nous ne devons pas du tout user de violence. Que ceux et celles qui n'ont pas les mêmes idées et qui ont quand même le même but, construire le pays, puissent après tout, après les discussions, eh bien, rester ensemble pour échanger. La division est donc à proscrire pour un monde de paix, le plus bel héritage à laisser à la postérité. Bientôt la fin du calvaire pour les populations d'Adjara et environ en matière de fourniture d'eau potable. Le projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable est désormais effectif dans cette commune où le liquide précieux était jusque-là une denrée rare. Fime Bassao. Adjara s'honore d'accueillir un grand projet qui va désormais impacter le vécu quotidien des populations depuis longtemps nécessiteuses d'eau potable. Il s'agit du projet de renforcement du système d'alimentation en eau dans la commune d'Adjara et ses environs. Ce projet, dont le top des travaux a été donné par le ministre de l'Eau et des Mines, vise à satisfaire de façon durable les besoins en eau des populations. À l'instar des villes de notre pays dont l'urbanisation est galopante, le système d'alimentation en eau potable de la ville d'Adjara, qui date de 1996, a atteint aujourd'hui ses limites. La réalisation de ces travaux porte ainsi la capacité de production d'eau du système d'Adjara de moins de 50 m3/h à 310 m3/h, soit plus de 6 fois la capacité actuelle, et permettant ainsi à terme, dans une seconde phase de travaux d'extension de réseau, de desservir bien au-delà de l'horizon 2030
toutes les populations des localités de Ronvier, de Malawi, de Médé-Djonou, d'Adjara 1 et d'Adjara 2. L'infrastructure à terme va permettre d'impacter 250 000 personnes dans la commune d'Adjara et ses environs, permettant ainsi l'atteinte d'un des objectifs du programme d'action du gouvernement. En décembre 2016, au démarrage du programme d'Omi Delta, que les Pays-Bas ont le plaisir de financer, nous étions très satisfaits de voir que les objectifs de ce programme Omi Delta étaient les mêmes que les visions stratégiques du PAG du gouvernement de président Talon. Et c'est vraiment l'occasion de saluer les grands efforts de ce gouvernement pour porter les fruits sur cet engagement l'eau potable pour tous 2021. C'est le lieu pour nous de remercier principalement le grand donateur, notre partenaire technique et accompagnateur dans le secteur de l'eau, l'un des plus anciens, le Royaume des Pays-Bas, représenté par l'ambassadrice en personne. Et vous savez, dans le programme d'action du président de la République, le président Patrice Talon, l'eau est la priorité des priorités. L'eau, c'est la vie. Et c'est ce qui manquait le plus dans ce pays. Et le gouvernement en a fait donc son cheval de bataille. Et nous y sommes. Nous reprenons notre bâton de pèlerin pour aller visiter nos populations dans tous les coins et recoins de notre pays. On le fera ainsi jusqu'à ce que nous soyons au terme du programme qui est de donner de l'eau à tous nos concitoyens, où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire national. Vraiment, beaucoup de joie. Le chef de l'État, je crois qu'aujourd'hui, on doit le magnifier à Adjara. En 2018, à peine 2 ans, il nous a promis. Il nous a promis la route bitumée, il nous a promis l'eau potable, il nous a promis l'électricité à Adjara. Je crois il y a 10 mois, la route est lancée et aujourd'hui, l'eau. Et c'est fantastique. Les travaux exécutés par l'entreprise Sogia Satom devraient durer 12 mois. Comment booster la production de la filière anacardier? Comment atteindre les objectifs fixés par le programme d'action du gouvernement? Les responsables de l'Institut national pour la recherche agricole y ont consacré leur journée scientifique, un moment de partage des recherches avec les acteurs de la filière et d'échange avec les autres chercheurs du monde agricole. William Tchoki, Simon Villon. Un verger de production de semences polyclonales d'anacardier. Les semences polyclonales, c'est un nouveau type de semences performant, un matériel végétal performant de l'anacardier aux côtés des plants greffés que nous utilisons. 12 hectares pour améliorer les plants, augmenter le rendement de cette spéculation. Deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton. Les plants greffés ont un fort taux de mortalité en plantation. Donc, avec le nouveau type de semences, ces semences polyclonales, ces 2 problèmes seront résolus. D'ici 5 ans, l'autonomie en semences d'anacardier performant serait acquise. Ces chercheurs et techniciens en agriculture déplacés sur ce site, le CRA-Centre, le centre de recherche agricole de Ouagui, dans la commune de Savet, ont eu droit à d'autres visites et d'autres explications. Ici, le germoplasme d'anacardier. À quelques mètres, ce parc à bois ou encore ces parcelles de premiers hybrides d'anacardier. Tout ce qu'il y a ici, c'est une collection nationale. Il n'y a pas d'importation dedans. Ça vient de différentes communes et c'est conservé ici. On est en train d'évaluer pour tirer les meilleurs. Un ensemble d'actions phares menées par l'INRAB pour booster la production. Nous avions l'habitude de ne pas être visibles sur des filières. Donc on ne communiquait pas bien avec le politique. Lorsqu'on présente un document, il ne se voit pas dedans. Et nous avons commencé à opérer des réformes à l'INRAB de façon à ce que, dès que le politique voit notre document, il se voit dedans tout de suite. Nous avons opéré des changements dans les programmes de recherche. Et nous avons centré sur des filières, notamment les filières phares du moment. L'Institut national de recherche agricole entend désormais allumer les feux de projecteurs sur toutes les technologies et les innovations qu'il développe.
Une nouvelle donne approuvée par l'autorité de tutelle. Des actions ardues se mènent depuis quelques années à l'INRAB, dans les centres de recherche agricoles sur l'anacardie et ses sous-produits. Nous venons de faire un tour et nous avons vu ce que nous devons voir. Les résultats des recherches à la portée des acteurs du monde agricole. L'INRAB, plus que jamais au service du développement agricole, ces journées scientifiques sur l'anacardie viennent de donner la preuve. Les candidats de la première cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSI, ont pris service hier après des mois de sélection et de textes. Ceux retenus viennent de recevoir leur lettre de mise en emploi au profit des entreprises. Rachida Biomama, Alexis Kunom. Opérationnels, ils sont désormais. Ce 1er octobre, ils prennent service dans différentes structures d'accueil. Au total, ils sont 79 candidats retenus dans la première cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, à recevoir leur lettre de mise à disposition au profit des entreprises. Après mes entretiens, ils tirent leur épingle du jeu au bout de plusieurs mois d'un processus qui aura enregistré 60 000 candidatures. Je suis bénéficiaire du PSIE, je suis mis à la disposition de l'entreprise Authentique en tout. C'est un restaurant, on s'occupe de la restauration. Non, ça n'a pas été du tout facile. On nous prend comme ça, on nous demande de passer un test. Donc on ne savait pas à quoi s'attendre et tout. Mais bon, par la grâce de Dieu et la compétence qu'on a, on s'est pu s'en sortir. Nous prenons l'engagement de respecter toutes les clauses issues de ce contrat. Les jeunes, autant que les entreprises, bénéficient de ce programme lancé en juillet 2020 sur instruction du président Patrice Talon. Nous avons, à notre satisfaction bien sûr, 1776 entreprises qui ont adhéré au programme. 192 ont été éligibles, c'est-à-dire qu'ils remplissaient toutes les conditions pour demander de la main-d'œuvre. Ces demandes de main-d'œuvre ont généré 379 demandes pour 557 emplois. On a la chance, au cours des différentes interviews, de nous rendre compte de la qualité de ces jeunes qui sont sortis des universités et qui sont prêts véritablement à être employés sur le marché de l'emploi. Je tiens formellement à remercier le gouvernement de notre pays. Ces allocataires du PSIE sont mis en emploi pour une période de 2 ans avec des salaires qui varient entre 100 000 et 250 000 selon le diplôme. Le nœud de ce programme, ce sont les entreprises. Comprenez-nous bien, nous travaillons pour vous. Nous voulons que vos affaires prospèrent parce que sans vous, il n'y aura pas de recrutement. Et donc, je voudrais, à l'occasion de ce lancement, lancer un appel à toutes les autres entreprises qui hésitent encore, que le gouvernement est disposé, a mis à notre disposition des fonds importants pour soutenir ce programme, pour prendre en charge les salaires, la sécurité sociale, les impôts, tout ce qui est nécessaire pour que ces jeunes, triés sur le volet, recrutés après plusieurs tests et formés également à l'aptitude à avoir en entreprise, puisse vous donner entière satisfaction. Avec cette prise de service, le PSIE montre qu'il est loin d'être un instrument politique, comme certains l'agitent. Il est de l'ordre du pragmatique. Bientôt, d'autres cohortes vont suivre pour le bonheur des jeunes, également des entreprises. Tout le mois d'octobre est dédié à la consommation locale. Durant 4 semaines, une série d'activités est initiée pour faire découvrir et susciter l'intérêt des Béninois pour la consommation des biens et services locaux. C'est à travers la première édition de l'événement dénommé Octobre, mois du consommant local, initié par le ministère de l'Industrie et du Commerce sur recommandation de l'UEMOA. On fait le point avec Rachida Biomama et Alexis Kunom. Tout un mix de personnalités pour prôner le consommé local. Des représentants de banques, des professeurs d'université, sociologues et autres, des chefs d'entreprise intervenant dans la production, la transformation et la distribution des produits locaux.
Tous réunis sur initiative du ministère du Commerce pour lancer Octobre aux couleurs du Made in Benin. Le Bénin organise donc le mois du consommant local qui répond à un double impératif. Celui de susciter chez le Béninois la consommation du Made in Bénin et d'encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Nous devons préférer nos produits. Nous devons aimer nos produits et renouer surtout avec nos produits. Des produits de qualité, le Bénin en regorge. Les différents panels d'échange des ministères dédiés à la promotion de la production locale l'ont démontré. Le prétexte de défaut de qualité des produits locaux doit donc être banni. Durant 4 semaines, chaque Béninois doit réapprendre à aimer le Bénin à travers ses mets, son art, sa musique, ses sites touristiques et autres. Au cours de ce mois, vous aurez l'opportunité de connaître des produits nouveaux, des produits aboutis, packagés, qui sont exportés, mais dont nous ne bénéficions pas, dont nous ne profitons pas, parce que nous ne les connaissons pas. Nous aurons la chance ce mois d'écouter des nutritionnistes, d'écouter des sociologues, pour nous apprendre à aimer nos produits. Nous aurons la chance tout au long de ce mois d'écouter des professionnels de la qualité pour nous dire, pour nous convaincre que nos produits sont vraiment de bonne qualité. Nous aurons également l'opportunité de découvrir les loisirs Made in Bénin. Aujourd'hui, nous avons un vaste programme de culture, d'art et de tourisme qui est en cours, mais nous avons déjà des produits prêts pour le tourisme dont nous ne bénéficions pas forcément parce que nous ne connaissons pas. Donc, c'est vraiment le mois de la révélation de tous nos produits. Des produits variés qu'on peut découvrir, Covid oblige, sur le www.consommonlocal.bj. Plaise à Octobre d'illuminer nos tables d'une bonne dose de frites d'iam, de patates douces, de talé ou encore d'escargots, le tout arrosé d'un bon King of Soto et entre autres qu'ils nous vêtissent également à la béninoise. Sabourin Danielou a fait parler de lui le week-end écoulé. Il a donné un concert spécial à Cotonou, un événement organisé pour le rendre hommage. Retour ici sur les temps forts de ce concert avec Stanislas Limpon et Rodrigue Blondoumain. La voix du parolier instrumentiste en résonance ici, en live. D'hier à aujourd'hui, pas de différence remarquable dans la voix. L'homme orchestre maîtrise toujours sa scène avec la même vigueur qui l'a toujours caractérisé. Quand le talent s'exprime par la musique, le patriarche se retrouve sous l'emprise de son art qui l'embrase et qui lui fait réduire à 2 son 3 pièces et emporte son couvre-chef laissant apparaître les cheveux grisonnants de l'homme. Au beau milieu du concert, une surprise, un trio de jeunes l'honore. Le rugby national reçoit d'eux son portrait accompagné d'un écran plasma de 55 pouces. En matière de valorisation de la culture béninoise, Sabourin le fait si bien. Il parle de notre culture, il chante notre culture. Donc, c'est pas quand les artistes vont décéder que nous allons commencer par pleurer les artistes. Sabourin Danielou, célébré de son vivant par un groupe de jeunes, il ne s'attendait pas à cette reconnaissance de la jeunesse. Devant les donateurs, comme dans les coulisses, sa joie demeure visible. Le plaisir sort. Je me sens déjà immortel. Je me sens immortel. Et je dis, je suis très heureux d'être qui je suis aujourd'hui. Pour ce spectateur,
L'ancien apprenti de céramique détourné par la musique mérite bien pareil hommage. Sabouran Danialou reste un artiste transgénérationnel. Sabouran reste un patrimoine culturel en général et musical en particulier. Le voici encore au micro à une heure tardive de la nuit. Le septuagénaire vit sa passion avec les mélomanes. Du rythme kaka en passant par la salsa et l'afro-jazz, le natif de Ekpe dans Porto Novo a gratifié le public d'une portion de son immense répertoire musical. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé enquête sur des accusations d'agression sexuelle liées à l'épidémie d'Ebola. Les allégations d'exploitation et d'abus sexuels par des travailleurs humanitaires s'étant présentées comme travaillant pour la réponse Ebola de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo sont profondément horribles et bouleversantes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour contribuer et veiller à ce qu'une enquête complète, impartiale et transparente soit menée dans les plus brefs délais et que les auteurs de ces actes révoltants en assument les conséquences. Morceaux de toit envolés, arbres arrachés, le passage de la tempête à l'est a fait des dégâts en France. Le vent, accompagné d'importantes précipitations, a frappé fort dans la région de Morbihan. Les relevés de rafales dans la nuit affichent comme vitesse 186 km/h à Belle-Île en mer et 157 à l'île de Groix. Plus de peur que de mal, mais évidemment, avant une tempête, on ne sait jamais exactement quelle forme ça prendra. On a eu aussi la chance d'avoir la marée basse qui a évité de conjuguer les phénomènes. Donc oui, ce matin, le bilan est rassurant. Le collège Notre-Dame Le Ménimour à Vannes, dont le toit est partiellement tombé, devrait pouvoir ouvrir en début de semaine prochaine. Un tiers du toit de l'un des bâtiments de l'établissement. Les 2 tiers restants sur le toit sont fortement dégradés et ont besoin d'être mis en sécurité. Et puis depuis ce matin, on est sur le front pour régler la situation dans les meilleurs délais. Toujours en France, plusieurs dizaines de représentants de salles de sport manifestent à Paris pour dénoncer la fermeture de leurs établissements depuis le 24 septembre. Les salles de sport et les studios de yoga sont fermés pour limiter la propagation du coronavirus dans les zones où le virus circule activement. Mais pour les manifestants, il n'y a qu'un seul virus présent dans les salles, celui du sport. Ils s'opposent à la décision des autorités à travers leur mouvement « Ne touche pas à ma salle ». Aux États-Unis, un coup de tonnerre à un mois de la présidentielle. Le couple présidentiel testé positif au coronavirus. Sur son compte Twitter, le président Donald Trump l'a annoncé dans la nuit du jeudi à vendredi. Ce soir, la première dame et moi avons été testés positifs au Covid-19. Nous allons commencer immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Ensemble, nous allons nous en sortir. Dans la foulée, son épouse Mélania réagit pour confirmer l'information. Elle écrit sur son compte Twitter qu'elle et son mari se sentent bien après le test, mais déjà ils se sont mis en quarantaine. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachid Abi au moment pour d'autres informations. Merci et à demain. Samedi. La candidature est toujours